se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, je suis restée à la maison, j'ai lu, pas autant que j'aurais espéré bien évidemment, mais bon, écoutez, les aléas de la vie font que... Et sinon, je vous ai présenté mes lectures dans le précédent vlog, donc je ne vais pas me répéter ici. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai lu ce week-end, si j'ai aimé mes lectures ou pas, parce que c'est vrai que dernièrement, entre les abandons et les avis un petit peu négatifs, voilà, c'était pas folichon, hein. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai lu et si j'ai aimé ces lectures, eh bien je vous invite à aller voir mon précédent vlog. Comme d'habitude, je vous le mettrai dans le petit qui est juste ici, donc n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas encore fait. Et sinon moi, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, parce que ma lecture en cours, en fait, c'est un manuscrit qui m'a été envoyé par la maison d'édition Le Héron d'Argent. Je fais partie de leur comité lecture, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs. Et en fait, ce comité lecture, en fait, la maison d'édition, on est sur Discord, et la maison d'édition propose comme ça de temps en temps des manuscrits, et si le résumé, les trigger warnings, les thématiques, etc. nous plaisent, on peut demander à être lecteur de ce manuscrit, et donc la maison d'édition après choisit qui sera lecteur. On est 4-5 plus ou moins sur chaque manuscrit, et donc récemment j'ai reçu un manuscrit que je dois lire, que je dois ensuite critiquer, donc critiquer dans la positive et dans la négative, hein, dans le sens global du terme. Donc pour cela, j'ai une fiche de lecture à remplir avec plusieurs critères. J'ai des notes à donner sur le style, sur l'histoire, sur l'intrigue, sur les personnages, sur les dialogues. Je dois ensuite donner différents avis sur différentes choses. Bref, j'ai vraiment une fiche de lecture complète à rendre à la maison d'édition. Et étant donné que ce sont des manuscrits qui n'ont pas encore été publiés, qui sont du coup en fait transmis à des lecteurs alpha, du coup, pour savoir si ça plaît, s'il y a du potentiel, est-ce qu'il faut remanier des trucs, etc. Ce sont des livres en fait qui ne sont pas encore édités, et donc forcément je n'ai pas le droit d'en parler. Voilà, j'ai signé un accord de confidentialité, vous comprendrez bien évidemment le pourquoi du comment. Donc j'ai pas le droit de divulguer le nom du livre. Nous, en tant que lecteurs, on ne connaît pas le nom de l'auteur, en fait. Donc, si notre manuscrit, un jour, est destiné à être publié, c'est à ce moment-là que nous, on découvre le nom de l'auteur. Mais sinon, nous, on le connaît pas. Ça reste anonyme dans les deux sens, en fait. Et, anonyme dans les deux sens... Nous, on ne connaît pas le nom de l'auteur, et je pense qu'ensuite, la maison d'édition retravaille nos fiches de lecture et transmet un avis général et non pas un avis nominatif de notre part à l'auteur. Bref, voilà. Et donc, du coup, j'ai signé un accord de confidentialité, donc en fait, je n'ai pas le droit de parler de ce manuscrit. Sachez juste que je suis à plus ou moins 50%, je pense. J'ai bientôt terminé. Je suis à 58% et il me reste apparemment 2h13 de lecture. Donc je l'ai bientôt terminé. J'ai hâte de le terminer bien évidemment parce que c'est toujours chouette de lire des manuscrits. Mais c'est vrai que quand je vois ma palle qui s'agrandit de semaine en semaine, j'ai envie aussi de sortir quelques livres de ma palle. Et étant donné que les derniers livres que j'ai sortis de ma palle, c'était pas folichon. Enfin, en tout cas au niveau des romans. Parce que si on parle BD... je vous en parle dans le dernier vlog, donc je ne vais pas en reparler ici. Mais en tout cas, en ce qui concerne les BD, c'était des excellentes lectures. Mais en ce qui concerne les romans, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué. Bref, écoutez, donc voilà, vous aurez compris tout ça pour dire que je suis en train de lire un manuscrit et que je n'ai pas le droit de vous en parler. Donc du coup, c'est déjà ici que je vais stopper ce premier rush de la semaine. Et je vous dis donc à plus tard.
Nous sommes le lundi 8 décembre et je viens clôturer cette semaine de vlog. Alors finalement, je ne vous aurais pas repris dans la semaine parce que j'étais pas au milieu de ma forme la semaine dernière, c'était pas ouf niveau santé. Alors j'étais pas non plus dans un état à être clouée au lit, etc. Mais je me sentais pas, je me sentais pas très bien et donc du coup j'avais pas trop la tête et j'avais pas trop envie de lire et bah du coup le manuscrit que j'avais commencé dont je vous ai déjà parlé dans le rush précédent, bah je l'ai traîné sur toute la semaine et je l'ai seulement terminé samedi midi, quelque chose comme ça. Donc forcément, ben, comme c'est un manuscrit pour lequel j'ai signé un accord de confidentialité, bah, je pouvais pas vous en parler, donc du coup ça n'avait aucun sens de reprendre la caméra dans la semaine pour vous en parler, et puis en plus comme je l'ai dit, voilà, j'étais pas... Oh, les petits virus qui traînent comme ça dans les transports en commun, là, c'est pas fifou, hein. C'est vraiment pas cool. Enfin bref, le fait est que j'ai maintenant terminé mon manuscrit, j'ai d'ailleurs rendu ma fiche de lecture, voilà, avec mes commentaires, etc. aujourd'hui, donc mon travail de lectrice pour cela est à 100% terminé. Et samedi, après avoir donc terminé le manuscrit, j'avais envie de lire, mais j'avais pas envie de me plonger dans un roman extrêmement long, extrêmement dense. J'avais envie de quelque chose d'addictif, mais de relativement court. Et je me suis rappelé qu'il y a pas longtemps, j'avais ajouté 2 livres qui correspondaient à ces critères à ma palle. Et l'un d'eux, bah du coup, je l'ai sorti et je l'ai lu. Et ce livre, c'est Le moine à la boucle d'oreille de Pierre de Coq aux éditions Crime.lu. Alors ce livre, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça parce que je l'avais acheté lors des Walfurt-Bücherdages, donc qui est un grand salon littéraire organisé par la ville de Walfurdange ici au Luxembourg. Et la maison d'édition avait donc un stand dans le hall dans lequel moi j'avais un stand pour mon travail. Et c'est vrai que c'est une maison d'édition qui me faisait de l'œil depuis longtemps parce que déjà, bah, comme son nom l'indique, Crime.lu, voilà, ils éditent des policiers, thrillers, polars, etc. qui est mon genre littéraire préféré. Et en plus, l'une des caractéristiques de la maison d'édition, c'est d'éditer des livres qui se déroulent au Luxembourg ou dans les régions limitrophes. Et donc, bah, j'étais un petit peu curieuse de découvrir ça. Je m'étais dit, c'est vrai que, bon, dans les livres qu'on lit, ça se passe un petit peu partout dans le monde, mais j'ai jamais lu un livre qui se déroulait au Luxembourg et j'étais donc un petit peu curieuse, voilà, de lire quelque chose qui se passe dans mon pays d'adoption. Et là, bah, lors des Walfurt-Bücherdages, je me suis dit, bon, bah, la maison d'édition est là, franchement, ce serait complètement stupide de passer à côté. Donc, je leur avais pris 2 bouquins. Et celui-ci, donc comme vous pouvez le voir, il est quand même relativement court. Il fait 157 pages. Et donc, ça correspondait totalement aux critères que je souhaitais. Voilà, pour le livre que j'avais envie de lire samedi après-midi. Voilà, comme je l'ai dit, j'avais envie d'un roman assez court qui se lit rapidement, etc. Et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de le sortir et de découvrir cela. Alors, avant de donner mon avis, d'abord, de quoi ça parle? Le moine à la boucle d'oreille. Donc, on va suivre Joao da Costa, qui est un policier, qui a un collègue qui s'appelle Mike Wagner. Et en fait, ils vont aller au Blumenhof, qui est un espèce de lieu-dit situé juste à côté d'Echternach, qui est une ville luxembourgeoise. Alors, Echternach est situé, donc si vous prenez le pays dans la hauteur, plus ou moins au milieu, à l'est. Voilà, donc à la frontière avec l'Allemagne. Et en fait, là, donc au Blumenhof, il y a un chantier pour la construction d'une éolienne. Et quand on a creusé pour construire les fondations, on a découvert pas mal de squelettes et des fondations d'une ancienne bâtisse moyenâgeuse. Donc les archéologues ont été appelés, les archéologues ont commencé à faire des fouilles, sauf que parmi les différents squelettes, il y en a un qui était beaucoup plus récent, voilà, qui ne datait pas du Moyen-Âge, qui était vraiment très récent. Et donc les archéologues ont appelé la police, qui est arrivée sur place pour constater les faits, et le technicien de la police luxembourgeoise a confirmé les suspicions des archéologues. Effectivement, il y a un cadavre, en tout cas il y a un squelette qui n'a rien à faire là, parce que parmi les personnes moyenâgeuses, il y a un squelette qui est enterré là depuis une trentaine d'années, donc qui a été enterré dans les environs de 1985-86, et c'est un squelette vraiment récent d'une jeune fille qui était âgée entre 20 et 30 ans. Et donc du coup, Joao da Costa et Mike vont devoir enquêter là-dessus, donc découvrir déjà qui est cette fille, quelle est son identité, qu'est-ce qui lui est arrivé et qui l'a mise dans cet état et enterrée là. Alors, je vais pas trop en dire plus au niveau des résumés, je vais juste ajouter encore un tout petit élément. Dans le Blumenhof, donc qui est ce petit lieu-dit, il y a 2 familles qui y habitent, les Hoffmann et les Thiel, et on comprend très vite qu'il y a des petits secrets de famille, voilà, qui planent autour de ces 2 familles, et ça ajoute une certaine part de mystère autour de cette affaire. Voilà pour le résumé.
Alors sinon, mon avis. Je pense que vous pouvez voir déjà à ma tête que j'ai bien aimé. Franchement, c'était une bonne lecture. Alors, c'est pas le polar du siècle, c'est clair, parce que moi, j'ai deviné quand même les rebondissements et la fin du roman, voilà. J'ai trouvé que c'était quand même assez cousu de fil blanc, j'ai eu vraiment aucune surprise, voilà, pour le dénouement et les rebondissements. Mais mine de rien, malgré ça, j'ai passé un super bon moment. Déjà, je trouve que c'est bien écrit. C'est vraiment bien écrit au niveau du style, mais également, je trouve que le fil rouge de l'enquête, le déroulement plutôt de l'enquête, j'ai trouvé que c'était bien géré. On est dans un petit bouquin, donc c'est pas évident. C'est vrai qu'il faut pas trop en dire, voilà, mais il faut pas non plus trop pas en dire. Je sais pas du tout si c'est français, mais bon, voilà. Il faut trouver le juste milieu pour créer une enquête qui soit quand même prenante, sans partir dans des détails qui noieraient complètement le récit, etc., mais sans trop non plus ne pas en donner pour quand même qu'on ait un petit peu de contexte, d'histoire, etc. Là, je trouve que la gestion vraiment de la construction de l'intrigue était très très bien faite. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi, donc Joao da Costa et Mike Wagner. Je les ai... Bon, bien évidemment, on est dans un petit bouquin, donc c'est pas extrêmement développé d'un point de vue psychologique, etc. Mais je les ai trouvés vraiment chouettes à suivre. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, en fait, à lire cette enquête. Et je pense que j'ai aussi beaucoup aimé parce que ça se passe au Luxembourg. En vrai... En fait, j'étais en train de lire, voilà, comme ça, et de temps en temps, en fait, on fait référence à des choses de la vie quotidienne, en fait, de beaucoup de Luxembourgeois. On parle forcément du supermarché luxembourgeois. Donc par exemple en France on a Carrefour, Auchan, etc. On en a aussi ici au Luxembourg, mais le supermarché luxembourgeois c'est Cactus, et là on va parler du Cactus, on va parler aussi des chemins de fer luxembourgeois, on va parler de différentes sociétés luxembourgeoises, enfin... Je sais pas, ça fait écho à mon quotidien et du coup ça m'a apporté une petite bouffée de fraîcheur parce que j'ai pas l'habitude en fait de ça dans les bouquins. Quand par exemple on a un livre qui se déroule à Paris, alors oui parfois ça se passe dans le quartier dans lequel j'habitais, ça fait référence à des endroits où j'allais, etc. Mais je sais pas, ça c'est chouette à lire, mais sans plus. Alors que là, franchement, combien de fois j'étais là et je lisais à mon mari genre Cactus, la société des chemins de fer luxembourgeois, il dit Moyen, il parle luxembourgeois, et je sais pas comment expliquer, mais ça m'a apporté une petite bouffée de fraîcheur. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment chouette, en fait, de pouvoir lire dans un livre des choses qui font vraiment partie de mon quotidien. En plus, le Luxembourg, c'est un petit pays, donc, voilà, c'est... Je veux dire, au Luxembourg n'a jamais été au Cactus? C'est tellement une institution, le Cactus, que, voilà, ça fait partie de la vie quotidienne des Luxembourgeois. Ça fait partie un petit peu des clichés aussi de la vie au Luxembourg, etc. Et le fait de retrouver justement plein d'éléments de ma vie quotidienne et plein d'éléments également clichés de ma vie quotidienne dans ce bouquin, je sais pas, ça m'a fait beaucoup de plaisir, enfin j'ai pris beaucoup de plaisir en fait, ça m'a fait beaucoup rire, voir aussi un petit peu les différents personnages qui font vraiment écho un petit peu aux personnages clichés qu'on peut rencontrer ici au Luxembourg. Ça m'a fait énormément rire parce que ça a fait écho à plein de choses de mon quotidien ou à plein de situations que j'ai déjà vécues dans ma vie en tout cas depuis que je suis ici au Luxembourg. Ça fait quand même 6 ans que je suis ici, donc j'en ai quand même déjà vécu. J'ai quand même vécu pas mal de choses et parfois ça faisait écho à des situations dans lesquelles j'ai déjà été en parlant avec des gens, etc. Et franchement, ça me faisait trop rire de retrouver ça dans un bouquin parce que je me dis, mais ouais, c'est le Luxembourg, quoi. Et franchement, c'est dingue à quel point ce petit pays a des caractéristiques qui sont, j'ai l'impression, vastes, mais finalement pas si vastes que ça, qui est quand même beaucoup de situations un petit peu clichés, et du coup de les retrouver là-dedans, ça m'a apporté une bonne dose de fraîcheur. Franchement, j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup gloussé, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup partagé cette lecture avec mon mari, qui lui est luxembourgeois pour le coup. Donc du coup, parfois, je lui disais des trucs et puis il était là, trop drôle, c'est marrant qu'on parle de ça dans le bouquin. Et c'est rafraîchissant. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc s'il y a des luxembourgeois qui me suivent ou des personnes qui habitent au Luxembourg ou des personnes qui travaillent au Luxembourg, des frontaliers, etc., qui me suivent et qui regardent cette vidéo, franchement, penchez-vous un petit peu sur les romans de crime.lu si vous aimez cette littérature, et notamment celui-là, donc le Moine à la boucle d'oreille, parce que c'est le seul que j'ai lu, donc c'est le seul que je peux vraiment vous recommander en toute
objectivité, ou en tout cas, enfin voilà, avec un avis peut-être un petit peu plus construit et fondé. Mais franchement, je sais pas, j'ai trouvé ça original, c'était vraiment une bouffée de fraîcheur. Ça m'a fait vraiment plaisir, et voilà, comme je l'ai dit, c'est pas l'enquête du siècle, c'est un petit peu facile. J'ai pas eu, voilà, on n'est pas surpris, voilà, quand on lit ce livre. Mais ça fait le taf, c'est bien écrit, le rythme est quand même bien géré, et rien que le fait que ça se passe au Luxembourg et que ça fasse écho au quotidien des gens, moi j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Je me demande du coup comment sera la lecture de quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Luxembourg, qui n'y a jamais vécu, ou qui le connaît, enfin je veux dire, qui ne le connaît pas dans le sens qui n'y a jamais vécu, qui sait pas ce que c'est d'y vivre, etc., qui n'a pas peut-être les référents, genre le Cactus, la CFL, les Novos, etc., quoi. Mais je me demande comment les étrangers, ou les personnes qui n'ont pas l'habitude de venir travailler ici, enfin bref, qui sont beaucoup moins au courant des références du quotidien, etc., luxembourgeois, qu'est-ce que cette personne penserait de ce bouquin? Vraiment, je serais curieuse. Donc s'il y en a parmi vous qui habitent en Belgique et en France et qui veut un petit peu tester, bah franchement, allez-y et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce bouquin. Parce que peut-être qu'en fait, je me dis... Le fait que ça fasse peut-être référence à des choses auxquelles je peux facilement me raccrocher et qui me font rire déjà de base dans mon quotidien, et donc du coup de les retrouver là-dedans, peut-être que c'est ça qui m'a fait passer un excellent moment et qui a peut-être biaisé mon regard sur ce bouquin, enfin j'en sais rien. Moi j'ai vraiment trouvé que l'histoire était bien écrite, la narration était bien gérée et que c'était vraiment sympa, mais est-ce que le fait d'avoir autant rigolé et d'avoir autant pu m'identifier à certains personnages, est-ce que ça a joué? Je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que vous soyez luxembourgeois ou non luxembourgeois, je vous invite véritablement à découvrir ce bouquin, et je serais véritablement curieuse de lire la vie de quelqu'un qui ne vit pas ici, qui n'a pas l'habitude de venir travailler, d'y venir tous les jours. Voilà, je serais vraiment curieuse, donc s'il y en a un parmi vous qui veut tester, qui veut être un cobaye, franchement allez-y et dites-moi dans les commentaires, mais voilà. Franchement, j'ai passé vraiment un bon moment. C'était cool. Et j'ai hâte, j'ai un deuxième livre du coup de cet auteur dans ma palle, et j'ai hâte de le sortir et de peut-être lire les autres livres de cette maison d'édition. Enfin, vraiment pour un premier test, je suis ravie. C'est validé pour moi. Et j'ai hâte d'aller plus avant dans ma découverte des livres qui ont été édités par cette maison d'édition, donc crime.lu. Voilà donc pour la lecture qui m'a suivi une petite partie de mon après-midi samedi. Et samedi soir, j'ai commencé du coup un autre bouquin. Là, on change complètement d'ambiance, hein. On n'est plus au Luxembourg, on n'est plus dans un roman de littérature noire, on approche de Noël. Et donc du coup, j'avais envie de me plonger dans une petite comédie / romance de Noël. Et j'ai sorti de ma palle, donc Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Ça, c'est un livre que Sophie, donc ma copine de book club, Les Épilogues de So, avait lu l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus. Elle l'avait lu, elle avait passé un bon moment, mais c'était pas non plus une lecture transcendante pour elle. Et donc, quand elle a fait un petit peu le tri de sa bibliothèque, elle m'a dit « Est-ce que tu le veux? Sinon, moi, je le mets dans une boîte à livres. » Et je me suis dit « Bah écoute, ça pourrait être une lecture qui risque de me plaire, donc vas-y, donne-le-moi. » Et je l'ai donc sorti, et je l'ai commencé samedi. J'ai déjà lu 88 pages. Alors, pour le résumé, on va suivre une famille, on va suivre une mère et ses 2 filles. Donc la mère, c'est Gail. Gail est une working girl, self-made, qui ne vit que pour son travail. Enfin voilà, c'est vraiment une bosseuse à fond. Comment elle dit par exemple, les livres qu'elle a écrits, ça s'appelle donc choix, pas la chance, donne le meilleur de toi, blablabla. Donc voilà, c'est vraiment une personne qui coach dans la vie, qui a réussi à grimper les échelons, qui a réussi à fonder sa propre société, qui fonctionne, qui engage maintenant plein de gens, qui bosse, enfin bref. Vous voyez vraiment le cliché de la working girl qui s'est faite toute seule. Et en fait, cette nana-là, donc elle se fait interviewer dans le premier chapitre, et malheureusement, à la suite de cette interview, il lui arrive un accident. Et elle demande à son assistant, à moitié dans les vapes comme ça, pendant qu'elle est emmenée à l'hôpital, d'appeler ses 2 filles. Et en fait, au début, son assistant, il était un petit peu choqué, et un petit peu son entourage aussi. Ils étaient « mais comment ça, vos filles, voilà, vous avez des filles, enfin voilà ».
vraiment, il y avait une grosse interrogation autour de cela. Et en fait, oui, effectivement, Gail a 2 filles, Samantha et Ella, mais elles sont brouillées. Ça fait 5 ans qu'elles ne se sont plus vues, 5 ans qu'elles ne se sont plus parlé, etc. Et Gail, comme elle est à fond voilà, dans son travail, je vais pas dire qu'elle en a rien à foutre de ses filles, mais bon, elle se disait, bah voilà, j'ai rien à me reprocher, donc mes filles, bah, si elles veulent me voir, elles viennent me voir, et si elles ne viennent pas me voir, bah c'est pas moi qui vais aller les voir, quoi, en gros. Et donc, bah, suite à son accident, elle demande qu'on appelle ses filles. Et donc, bah, dans le chapitre 2, on va suivre Samantha, qui est sa fille aînée, qui reçoit cet appel, etc. On la suit un petit peu. Et puis, dans le 3e chapitre, on va suivre Ella, qui est du coup la 2e fille de Gail, qui, voilà, elle est mère au foyer, elle a une enfant, elle est mariée, etc. Enfin bref. Et donc, du coup, on comprend très rapidement qu'il y a 5 ans, il s'est passé quelque chose d'assez fort pour que les 2 filles décident de couper tout lien avec leur maman. Mais là, elles vont quand même décider d'aller la voir à l'hôpital avec, on comprend, une certaine rancœur et appréhension. Enfin, elles n'ont pas trop envie d'y aller, mais elles vont quand même y aller. Et bah, je suppose qu'après... parce que oui, je ne l'ai pas dit, l'action, donc les premiers chapitres se déroulent entre New York et Boston. Vu ce que nous dit le titre, Noël surprise dans les Highlands, et vu ce que j'ai pu lire sur la 4e de couverture, je suppose qu'on va très vite bouger des États-Unis pour aller en Écosse, et qu'il va se passer quelque chose, sans doute une réunion de famille, où les 3 filles vont se rabibocher, peut-être une petite histoire d'amour, etc. Alors je ne sais pas, j'en suis pas encore là, mais je sais pas, je le sens qu'on va arriver un petit peu là-dessus. Voilà, un petit peu pour le résumé. Maintenant, je dois bien avouer, on retourne un petit peu dans les avis où Noémie est grognonne, hein, voilà. Je sais pas. J'ai lu 88 pages et je suis pas convaincue pour l'instant. J'ai du mal avec le personnage de Gail, donc le personnage de la maman. Alors, je l'ai suivi que pendant un chapitre, hein, mais après, le chapitre d'après, c'est Samantha, et donc Samantha, on la suit principalement elle, mais elle parle quand même de sa maman, etc. Ça a l'air quand même d'être un personnage assez exécrable. Déjà dans son chapitre, je la trouvais extrêmement répétitive dans tout ce qu'elle pense. Donc voilà, working girl, le choix, pas la chance, il faut que vous vous dépassiez pour arriver là où vous êtes, hyper haut. Enfin bref, ce discours un petit peu de businessman, mais vraiment pur et dur, quoi. Donc je trouvais ça un peu redondant. Et là, donc le chapitre dans lequel je suis, on suit la 2e fille, donc Ella. Et je sais pas. Je sais pas, il y a un truc, je dirais pas que j'accroche pas avec la narration, c'est pas vrai, parce que je trouve que ça se lit très vite et ça se lit bien, mais j'accroche pas au personnage, j'accroche pas à l'atmosphère, j'accroche pas à ce... Je sais pas, déjà les chapitres sont assez longs, ils font quand même à chaque fois une bonne 20aine de pages, hein. Attendez, par exemple ici... Ah, je suis même dans le chapitre de nouveau avec Gail. Ah bah c'est peut-être pour ça que je me faisais chier du coup. Parce que franchement, je la trouve insupportable, Gail. Ok, c'est cool ce qu'elle fait, tu vois, c'est une businessman et tout, j'aime bien un peu cette mentalité de fonceuse, etc. Mais elle est un peu chiante. Ouais, les chapitres font à chaque fois une bonne 20aine de pages. Je sais pas, moi je trouve ça un peu long. Et du coup, comme j'accroche pas trop avec les personnages, j'accroche pas trop avec leur caractère, leurs liens, j'avoue que j'ai un peu du mal pour l'instant. Après, je vais laisser sa chance au produit. On est lundi aujourd'hui, donc qui dit lundi dit routine skincare, petit bain, etc. et lecture. Donc, je pense que je vais lui laisser encore une chance, peut-être aujourd'hui et demain, de voir comment ça évolue au niveau déjà de l'histoire, de la dynamique entre les personnages, etc. Mais après... Honnêtement, si jamais je suis toujours dans le même mood, donc ouais, mais bof, pas trop, j'arrêterai de lire ce livre. J'ai pas envie de me torturer, surtout que si vous avez suivi mes précédents vlogs, vous savez quand même que j'ai enchaîné pas mal de lectures négatives, et donc j'ai plus envie de me torturer, quoi. Franchement, non, si vraiment je n'accroche pas plus que ça, peut-être que je l'abandonnerai, je sais pas. De toute manière, ça, vous le verrez sans doute dans le prochain vlog. Mais pour l'instant, il y a un truc qui me dérange. J'arrive pas. J'arrive pas. Ouais, les personnages, j'accroche pas, quoi. Je les trouve un petit peu antipathiques, je les trouve un peu chiants. Donc, écoutez, à voir. Et vous le saurez de toute manière dans le prochain vlog. Si j'ai continué ce livre et si j'ai aimé ou pas. Ou si je l'ai abandonné. Donc voilà, un petit peu de patience, vous le saurez la semaine prochaine. Sinon, pour conclure sur mes lectures, j'ai commencé un nouveau livre audio il y a déjà une semaine que j'ai commencé ce livre audio.
Donc vous le savez, je vais très souvent courir et j'aime bien accompagner mes petits runs d'un livre audio parce que je trouve ça beaucoup plus sympa que d'écouter de la musique, surtout quand les runs durent plus d'1 heure. Et j'ai commencé L'apothicaire de Henri Lovenbruck. Donc on est ici dans un thriller historique. Donc on suit en fait Andreas Saint-Loup qui est apothicaire. Qui vit donc à Paris. On est en 1313, c'est ça, on est en 1313. Et en fait, un beau jour du mois de janvier, Andreas Saint-Loup va découvrir une pièce chez lui, qui est propre, qui a l'air d'avoir été nettoyée, etc. Sauf qu'en fait, il se souvient pas du tout de cette pièce. Et quand il pose la question à son apprenti et à sa femme de ménage, ils se disent, bah oui, mais j'avoue, ouais, je sais pas, aucun souvenir. Et donc, en fait, cette pièce, personne ne s'en souvient. Idem, Andreas Saint-Loup a un portrait de lui et en fait quand il voit ce portrait il trouve qu'il y a quelque chose qui va pas parce que la composition ne colle pas avec un portrait d'une seule personne. En fait donc, dans le cadre on comprend qu'il y a son portrait à gauche et qu'il y a une bonne partie du tableau à droite qui est vide avec un fond noir, comme si il y avait eu une deuxième personne portraiturée sur ce tableau mais que ce personnage aurait disparu. Et pareil, Andreas Saint-Loup n'est pas capable de se souvenir si effectivement il était juste portraituré tout seul sur ce tableau et qu'il n'avait jamais fait gaffe à ce gros vide, ou si il y avait quelqu'un à côté de lui, de base, qui avait été reproduit. Mais surtout, la question se pose aussi, si jamais il y avait 2 portraits sur ce tableau, comment ça se fait qu'il y en a un qui a disparu? Enfin voilà. Donc vous voyez, il y a une petite aura de mystère autour de cela. On ne sait pas trop où ça va m'emmener. Et il faut dire aussi que le sort s'acharne peut-être un petit peu sur ce pauvre apothicaire, parce qu'Andreas Saint-Loup va être également accusé d'hérésie par donc le grand inquisiteur et par Philippe le Bel, donc qui est le roi à cette époque. Donc Philippe le Bel, c'est donc le roi de fer, hein, qui a comment dire, pas initié la saga des rois maudits, mais c'est un petit peu, en fait, en gros, pour le contexte, apparemment, il y avait donc Jacques de Molay, qui est le chef de l'ordre du Temple, donc des Templiers, qui va être envoyé au bûcher donc, par Philippe le Bel en 1314, donc l'année juste après le début du roman. Et en fait, il y aurait apparemment, Jacques de Molay aurait apparemment du coup maudit Philippe le Bel et toute sa descendance, et donc ça a donné ça a donné la naissance au mythe des rois maudits, et donc Philippe le Bel est le premier roi maudit, et il est aussi appelé donc le roi de fer. Et donc il y a Maurice Druon, je pense que c'est ça, qui a notamment fait une saga, donc les rois maudits, hein, avec le premier tome, le roi de fer, enfin voilà, bref, parenthèse fermée. Et donc Philippe le Bel, qui est le roi à cette époque, et son entourage, donc son garde des Sceaux, son équivalent du Premier ministre, l'inquisiteur, etc., vont accuser d'hérésie Andreas Saint-Loup. Et du coup, ils vont l'enfermer, puis ensuite il va être relaxé, enfermé, enfin bref, il se passe quelque chose de pas trop net. Et là où j'en suis, en fait, il y a beaucoup de mystères, donc on ne sait pas ce qu'il en est de cette pièce et de ce portrait. Et surtout, on ne sait pas vraiment pourquoi Andreas Saint-Loup s'est attiré les foudres comme ça de Philippe le Bel et de son entourage. Pourquoi est-ce qu'il a été traité d'hérésie? Parce que là où on en est, alors oui, c'est un peu un apothicaire qui parfois dépasse un petit peu les bords de son ordre, mais à part ça, ça a l'air d'être un personnage, ma foi, très sympathique. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Donc c'est un livre qui fait 22 heures en écoute normale, donc en vitesse 1.0. Moi je l'écoute en vitesse 1.7, pas en 2 pour une fois, c'est un peu trop rapide pour moi. Donc en vitesse 1.7, et j'ai été voir tout à l'heure, il me reste 9h25 en vitesse 1.7. Donc j'avoue, je ne suis pas une pro du calcul mental. Je ne suis pas du tout, voilà, je ne sais pas dire combien d'heures j'ai déjà écouté. Je ferai peut-être le calcul, je vous le mettrai ici si j'ai la patience au montage. Mais voilà, en tout cas, en lecture 1,7, il me reste 9h25 d'écoute. Donc c'est quand même un gros pavé, hein. Quand on le voit en vrai, il est vachement épais, voilà, l'apothicaire. Mais sinon, à part ça, j'aime bien. Alors, je sais que je vous ai saoulé dans les précédents vlogs de, voilà, détails inutiles, narration longue, tirée en longueur, etc. Là, clairement, on est dans l'apothicaire là-dessus. Henri Lovenbruck donne énormément de détails au niveau du
contexte historique, beaucoup de détails également au niveau de la profession d'apothicaire, de tout ce qui entoure, etc., de comment était la vie à cette époque, comment était la vie à Paris, comment étaient les quartiers, comment ça fonctionnait un petit peu les jeux de pouvoir, les relations, etc. Donc il y a énormément de descriptions, il y a énormément de contexte. C'est vrai que l'action in fine, où les choses qui se passent in fine, il n'y a pas grand chose, il se passe des trucs, mais bon, il y a quand même un très très fort contexte social, historique, culturel, etc. Mais là, à l'audio, moi ça passe bien. Franchement, j'aime bien l'écouter. C'est vrai que quand j'ai des runs qui durent 1h30, 1h40, voire 2 heures, à un moment donné, je fais une pause pour écouter un petit peu de la musique, mais sinon, j'arrive quand même à l'écouter pendant de très longues périodes. Je trouve que c'est très bien écrit, très bien lu également, parce que là, pour le coup, c'est surtout la voix du monsieur la mélodie de sa voix qui m'immerge bien dans ce récit. Mais voilà, c'est très bien lu, mais également le texte que ce monsieur lit, c'est extrêmement bien écrit. Franchement, Henri Lovenbruch, je n'ai lu qu'un seul livre de lui. Je ne me rappelle plus lequel, donc je vous mettrai le titre juste ici. Je sais que j'avais bien aimé. C'est un roman un petit peu ésotérique. J'avais vraiment trouvé que c'était très sympa. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé la plume. Et là, effectivement, le fait d'écouter l'apothicaire, ça confirme ce que je me rappelais de la lecture de ce livre-là. C'est clair qu'Henri Lovenbruch a une très très bonne plume. En tout cas, les longues descriptions du contexte historique de la société, des différents bâtiments, etc., moi qui n'aime pas ça d'ordinaire, là je dois bien avouer que ça passe très très bien. Alors est-ce que ça passe bien parce qu'aussi c'est une période historique que je connais quand même. Alors je connais pas à 100%, voilà, parce que moi je suis plutôt contexte historique Renaissance plutôt que 14e siècle. Moi c'est plus 15e, 16e que 14e. Mais quand même c'est c'est une période historique que j'aime énormément, c'est une période historique que je connais quand même pas mal. Pas en détail, mais voilà, j'ai quand même beaucoup de connaissances sur ce contexte historique. Donc, est-ce que c'est pour ça que, du coup, j'accroche un petit peu mieux aux descriptions parce que j'ai déjà des bases culturelles autour de ça? Je ne sais pas, mais le fait est que, voilà, écoutez, je passe d'excellents moments running avec l'apothicaire. Il y a beaucoup de mystères, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ah oui, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'en parallèle, en fait, d'Andrea Saint-Loup, on va suivre... Ah, comment elle s'appelle ? Je sais plus, mais on va suivre une jeune fille qui doit avoir, je pense, 14-16 ans, à Béziers, qui habite à Béziers, et dont les parents sont drapiers, je pense, quelque chose comme ça. Et en fait, cette fille va se lier d'amitié avec un juif qui habite du coup en dehors des murailles de Béziers, parce que malheureusement, il y a pas mal de racisme à l'époque, et donc ce juif n'avait pas le droit de rentrer dans l'enceinte de la ville, parce qu'on l'accusait de différents maux, de vol, enfin bref, voilà, du bon racisme pur et dur moyenâgeux, quoi. Et donc, elle va à chaque fois lui rendre visite, elle noue énormément de liens avec ce juif qui lui raconte un petit peu son histoire, son vécu, etc. Et il va se passer quelque chose, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, en parallèle, donc on suit ces deux personnages. Donc Andrea Saint-Loup, à Paris, et cette gamine à Béziers avec donc son ami, le juif. Voilà. Et donc j'ai hâte de voir, du coup, pourquoi est-ce qu'on a ces deux narrations, quel est le lien l'une avec l'autre, etc. Et de voir voilà, où ça va nous mener, pourquoi est-ce qu'il y a ce mystère autour de la pièce dont personne ne se souvient. Parce que c'est un peu chelou quand même, tu te dis, bon, comment ça tu te souviens plus d'une pièce et comment ça tu te souviens plus de comment était ton tableau avant, mais bon bref. Du coup, il y a vraiment une grosse aura de mysticisme autour de cette histoire. Et ma foi, j'ai hâte de voir ce qu'il en est, voilà, de continuer ce livre. Et je prends beaucoup de plaisir. Franchement, c'est vraiment une bonne lecture. À voir du coup dans la longueur, mais bon voilà, comme je l'ai dit, pour l'instant j'accroche bien, et si de temps en temps je me lasse un petit peu, je coupe et j'écoute de la musique, mais de manière globale je passe quand même pas mal de plaisir à écouter ce livre audio. Et voilà, du coup c'est sur cette update lecture quand même relativement variée que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez lu les livres que je vous ai présentés? Est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir certains?
peut-être celui-là, là, le livre qui se déroule au Luxembourg, voilà. Écoutez, bah, dites-moi si ça vous intrigue, si je vous ai donné envie de le découvrir, ou de découvrir les autres livres que je vous ai présentés dans ce vlog. Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait et pour me soutenir, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours cool de voir cette communauté grandir de semaine en semaine. Je remercie les personnes qui se sont déjà abonnées et qui s'abonneront. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est très important, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!